Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans cet épisode numéro 25. Je suis très heureux, comme chaque semaine, d'être devant ce micro. Alors les conditions de mon côté changent un peu. Et comme vous pouvez le voir en vidéo, ceux qui sont sur YouTube, je suis à Istanbul dans mon Airbnb. Plutôt sympathique. Alors il est vrai que c'est un petit peu le bordel. C'est ma marque de fabrique. Quand j'arrive dans un endroit, j'aime bien mettre mes affaires un peu partout. Surtout que je voyage qu'avec un sac à dos. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide de faire le bordel, mais aussi de le défaire. Donc il y a des vêtements partout, mais ça va vite. Light, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui a un seul et unique objectif, quelle que soit la graine que tu effleuris. Cet épisode 25 s'annonce fort intéressant. Au programme, les 5 idées, on va commencer par parler de Karl Marx. Pourquoi est-ce que le capitalisme, pose problème? Alors, loin de moi l'idée de rentrer dans des théories et dans des débats politiques. C'est pas ce qui nous intéresse. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les idées et d'essayer d'avoir, encore une fois, ces nouvelles perspectives. Je pense que je pourrais renommer Light perspective, parce que c'est un peu l'objectif, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Ionesco qui dit que les questions apportent plus de lumière que les réponses. Je crois que c'est comme ça qu'il l'a formulé. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. En fait, c'est de poser des nouvelles questions, de poser des nouvelles perspectives pour voir les choses différemment. On est un peu cet humain, comme je le fais actuellement en voyage. En fait, c'est comme si... Le voyage, c'est bien parce que c'est l'illustration parfaite de la nouvelle perspective. D'un point de vue purement physique, tu es sur un autre endroit de la Terre. Donc, tu vois, t'imagines une sphère. D'habitude, tu vois toujours France, donc c'est tout droit. Et là, hop, tu vois un petit peu différemment. T'es sur une autre face de la sphère. Donc, c'est pas mal pour changer de perspective. Bref. Deuxième idée, on va voir pourquoi est-ce que Alex Hormozy dit n'importe quoi. Et j'aimerais faire la distinction entre le networking et les amis. En 3, on verra le piège collant de l'identité numérique. C'est une réflexion, ça, et surtout une prise de conscience que j'ai eue justement pendant ce voyage. Ensuite, pourquoi travailler intelligemment peut rendre bête. Et en 5, on finira par la plus grande arnaque du développement personnel. Avant de passer au plan de semaine, je le rappelle, j'ai lancé l'accès à mon second cerveau, qui regroupe plus de 500 notes avec des résumés de livres, résumés de vidéos YouTube. Le premier lien directement sur le podcast, ça coûte 20 €. C'est une mine d'or justement de nouvelles perspectives. Et si les 5 par semaine ne vous suffisent pas et que vous en voulez 500, même si je vous déconseille de faire ça, hein, parce que vous allez y passer beaucoup trop de temps et surtout, les idées n'auront pas le même impact. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez aller alimenter cette curiosité comme moi je l'ai fait pendant plus de 3 ans, c'est le premier lien. Direction mon second cerveau, pas besoin d'avoir Obsidian, c'est un lien directement sur internet et j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment ça marche. Plan de semaine, on est parti. Alors, dans ma life, en ce moment, il se passe pas mal de choses, pas mal de chamboulements, pas mal de changements, on va pas se mentir, pour le mieux, pour la vérité, en tout cas, ce qui est selon moi peut-être la chose la plus importante. Alors, au niveau de la downlist, je suis à Istanbul, donc capitale turque, et je pars ce matin pour la Chine. Je vais à Chengdu. Je ne connais pas cet endroit, je ne suis jamais allé en Chine, je suis tout seul, ça me fait très peur, mais en même temps, je suis très excité à l'idée d'aller dans un pays, dans une nouvelle culture, et d'expérimenter cette nouvelle phase de vie, parce que je pense qu'elle réserve beaucoup de choses. J'ai rencontré un pote russe qui s'appelle Slava quand j'étais au parc de street workout, et il s'avère que lui, il est prof d'anglais. Enfin bref, on a super bien matché, et j'ai pris conscience d'un truc aussi par rapport à ça, c'est que tu as beau être dans un pays à l'étranger et avoir une situation financière qui est correcte, être en bonne santé, machin, tous ces trucs, si tu sais pas te faire d'amis, c'est nul en fait. Vraiment, je pense que le voyage tout seul, sans être capable de connecter avec des gens et de rentrer en contact avec eux,
c'est la compétence la plus importante et ça remet en perspective, justement, et comme toujours, quelles sont les priorités dans la vie. Parce que là, donc, ça fait 7 jours que je suis à Istanbul. Si j'avais pas rencontré des gens, je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait été un peu long, un peu difficile. Ça faisait très longtemps que j'ai pas passé autant de temps seul. Avec beaucoup de journaling, beaucoup d'introspection, beaucoup d'analyse de mes comportements, beaucoup de méditation, beaucoup de marche. Et c'est très intéressant, c'est très riche. Mais au bout d'un moment, moi perso, en tout cas, c'est dans ma nature, et je pense que ça allait dans la nature de n'importe quel humain. Enfin, voilà, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de connecter, d'avoir des relations et tout. Et j'ai de la chance, ça se fait assez naturellement. Le parc de street workout, c'est un endroit qui est vraiment parfait pour ça. T'es là, tu t'entraînes. J'ai vu tout de suite que le gars, il était pas il était pas turc. Et donc bref, c'était trop bien. Hier encore, on était ensemble, on s'est bien marré. Bref, j'ai fait 2 séances de street, dont dips et traction. J'ai pas pu faire beaucoup plus. Alors non, on va corriger cette phrase. Je n'ai pas cherché à faire beaucoup plus. Il faut savoir que je marche tous les jours au moins 10 kilomètres, parce que je fais quand même, et je mets un point d'honneur à rester très actif, très en mouvement. La muscu un peu moins en vie en ce moment, on va pas se mentir, mais on en verra on va en parler sur le point numéro 3, parce que l'identité numérique et l'identité plus largement, donc ce à quoi on se rattache et ce à quoi on s'identifie, pour moi c'est quelque chose qu'il faut aussi questionner. Bref, j'ai fait une session de yoga avec une fille que j'ai rencontrée en Turquie. C'était génial. D'ailleurs, je sais que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont des garçons. Euh, les mecs, si vous voulez rencontrer des filles stylées, faites des cours de yoga. Alors, ça demande une petite ouverture d'esprit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons et que des fois on fait des positions qui sont un peu cheloues. Mais je vous assure que je n'avais jamais, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas été entouré au mètre carré d'aussi jolies filles. Enfin, c'était un peu abusé quoi. C'était un cours je sais pas, on devait être 20. Il y avait 18 filles. Je pense que sur les 18, il y en avait 15 qui étaient jolies. Enfin, c'était un peu abusé. Donc bref, je vous recommande d'aller faire des petites sessions de yoga dans des clubs un peu raffinés. C'est pas mal. J'ai lu un roman. Alors, non, je vais pas chercher, de Stefan Zweig. C'est Lettre d'un amour. Oh là là, terrible. Lettre d'une inconnue, pardon. Très très bon roman, super bien écrit, je recommande. Et je suis aussi en train d'avancer sur Think Again. Il est super long ce livre. Alors, il est en anglais. D'ailleurs, ouais, si vous posez la question comment je fais pour communiquer avec les gens ici, c'est full anglais. C'est vraiment que de l'anglais. Donc c'est bien parce que ça me fait progresser. Mais j'avoue que c'est un peu, ça demande une énergie, une ressource mentale qui est pas du tout la même. Euh, Quand tu parles en français, je sais pas, mon cerveau il carbure genre à 20%, quoi. C'est système 1, c'est rapide et tout. Là, c'est beaucoup plus de système 2 avec l'anglais, donc ça demande beaucoup plus de ressources. Et je sens que une fois que j'ai été avec des gens, j'ai vite besoin de retourner tout seul et d'être calme. Et je pense pas que ce soit un lien avec, enfin, le fait d'être extraverti ou introverti, c'est plus aussi le changement de langage qui demande beaucoup plus d'énergie. Bref, on avance un peu plus vite. J'ai fait la réunion avec mon petit frère. J'ai écrit tous les matins. Enfin bref, je vais pas aller plus loin dans la down list. Au niveau des améliorations, j'ai mis juste continuer dans cette direction. Je sens que pour la première fois de ma vie, j'arrive à avancer dans une nouvelle direction, justement, et ça fait plaisir. Ok, au niveau des KPI, je suis à 1h50 de temps de téléphone, avec 1h09 d'Instagram. Il y a beaucoup de Google Maps, parce que pour m'orienter, c'est assez important. Donc bon, ça bouge pas trop. Et au niveau des stratégies, j'ai mis partir en Chine, faire 3 entraînements de sport, lire beaucoup et faire le podcast. Là, le but, c'est aussi justement de sortir un peu de ses habitudes, de faire des nouvelles choses. Et en Chine, j'ai envie de juste aller dans des temples, juste me balader, potentiellement rencontrer des gens. On verra bien comment ça va se passer. Là, il y a encore plus d'inconnus parce que ici, les gens parlent plutôt anglais, je me sens pas non plus si loin de chez moi, même au niveau de la culture et tout. Je pense que la Chine, ça va mettre une claque un peu différente. Bref, on est parti donc pour les idées de cette semaine, en commençant par Karl Marx. Mais avant, je vais boire dans mon immense galon d'eau de 5 litres. Ici, l'eau du robinet n'est pas vraiment potable, donc faut acheter des bouteilles. Et bon, elle est pas en verre, malheureusement. On ingurgite pas mal de plastique en ce moment, mais bon, que veux-tu? Je passe pas
mon année à faire attention pour m'empêcher de bouger le reste du temps, quoi. Et de faire les trucs, entre guillemets, moins bien. Ça revoit à cette notion d'élasticité où oui, en fait, peut-être que ces moments de renforcement qu'on pourrait associer à la routine où on essaye d'optimiser un maximum son environnement, sa santé, etc., sont aussi là pour permettre ces changements un peu brutaux d'environnement. Enfin bref, voilà quoi. Je pense qu'il y a des gens qui sont réticents à l'idée de voyager. Voilà, c'est ça le point. Parce que ça va chambouler leur habitude pour le moins bien sur certains aspects, que ce soit la santé, la productivité, etc. Ça pour moi c'est dommage. Ça pour moi c'est vraiment très très dommage parce que bah tu n'as pas bien compris l'utilité des routines. Elles sont pas là pour te servir, elles sont là pour t'asservir. C'est ça le problème. Ok, donc Karl Marx, on est parti. Alors Karl Marx, il faut savoir que il est né en 1818. J'aime bien avoir les dates des personnalités, un peu des noms comme ça qui sont connus, parce que ça permet de situer un peu dans l'histoire. Donc lui, c'est vraiment 19e siècle, né en Allemagne, et il est considéré comme un communiste. Donc communiste un peu opposé au capitalisme. Il faut savoir que Karl Marx était un peu considéré comme le mec le plus brillant, qui avait les meilleures idées en tant que communiste. Parce qu'il y en a beaucoup qui adoptaient cette posture, mais je pense que c'est souvent le cas d'ailleurs, il y a beaucoup de postures qui sont adoptées, non pas par tentative de nouvelles perspectives, mais c'est simplement par adoption d'un dogme qui pourrait être transmis par la famille, etc. Non, lui, il avait vraiment des idées qui étaient intéressantes. Et il a notamment écrit un livre qui s'appelle Le Capital, qui est très connu. Alors, je vais pas faire le mytho, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé des vidéos sur le sujet pour essayer de mieux comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il pensait comme ça. Parce que comme je suis dans ma phase de vie je ferme mon entreprise, je décide d'essayer de voir les choses autrement, d'avoir de nouvelles perspectives, je me suis dit ok, bah allons juste voir un peu qu'est-ce que pensent ces gens-là pour savoir c'est quoi leur argument. Et il s'avère que ceux de Marx ils sont plutôt bons en fait. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Le premier, et on pourrait dire que c'est la première critique que Marx fait au capitalisme, c'est le travail moderne est aliénant. On prend l'exemple d'une chaise. Avant, il y a genre, je sais pas, 300 ans, tu confectionnais la chaise de A à Z. Donc, tu devais faire les pieds, tu devais réfléchir au modèle, tu devais trouver le bois, etc. Et ce qui était bien avec ce processus, c'est que t'étais assez fier de toi, parce que t'avais vraiment le processus de début, le processus de fin, et t'étais capable d'avoir un œil complet, en fait, sur tout le processus de changement, de transformation. Aujourd'hui, avec la spécialisation, c'est plus possible. Et en fait, le problème avec ça, c'est que tu prends plus conscience de ton utilité par rapport à ton travail. Par exemple, si tu travailles à la chaîne dans une entreprise automobile et que t'es là à taper sur un truc, je sais pas, tu mets des boulons, etc. Ok, tu peux être conscient que tu fais partie de ce processus qui constitue le tout, qui permet d'arriver à la voiture. Mais au fond, tu sais que t'es incapable de confectionner une voiture. Premier problème. Et le deuxième, c'est que tu questionnes aussi l'utilité de cette voiture. Parce que, bah, en fait, t'en fais des milliers, donc tu sais pas où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles deviennent, à quoi est-ce qu'elles servent réellement si ce n'est se déplacer. Il y a en fait une déconnexion assez forte avec le travail qui est fourni. Et c'est pour cette raison qu'il peut paraître assez aliénant. Et donc, ce que dit Marx, c'est que le travail moderne est spécialisé, donc il est très efficace, ça oui, mais il perd tout son sens pour l'individu. Et il y a un sentiment de déconnexion avec ce qu'on fait qui est important. Et ça, je pense que c'est un des facteurs qui amène à toutes ces questions et toutes ces remises en question par rapport à ce qu'on fait. Et moi, personnellement, c'est aussi un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Même si c'était difficile. Enfin, c'était pas pareil et difficilement comparable. Et en même temps, ça se comprend qu'on ait agi comme ça parce que dans une logique de survie, et comme je l'ai déjà dit, la nature optimise toujours pour le tout et non pas pour l'individu. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et là ça relève de l'opinion,
de la supposition, c'est que l'individu est le tout. Donc, il y a il y a un truc qui est censé aller dans les 2 sens, qu'on a encore, je pense, du mal à appréhender aujourd'hui. Parce que, ouais, le travail spécialisé, ça marche super bien, mais malheureusement, pour certains individus, c'est compliqué. Ok, deuxième chose que dit Marx, c'est que le travail moderne est incertain. Il est vrai, tu peux aujourd'hui te faire remplacer par une machine assez rapidement. Et ce qui est un peu terrifiant par rapport à ça, c'est que l'être humain, il a une peur immense à l'idée d'être abandonné et de faire ne plus faire partie du groupe. Ça remet en cause nos conditions de survie, que ça soit matériel, mais aussi simplement social en fait. Donc ça, c'est assez compliqué sur le travail aujourd'hui. En même temps, c'est une bonne chose parce que si tu es remplacé par une machine, ça peut sous-entendre que le travail que tu fais était potentiellement répétitif et donc on t'exonère de ça. Sauf que le problème, c'est que hum, malgré nos hauts niveaux d'efficacité en tant que capitaliste et de spécialisation, on est quand même encore et toujours en train de chercher à travailler. Et ça, on en reparlera juste après. Ok, donc ouais. Troisième critique de Marx, c'est que le travailleur est payé peu, le capitaliste gagne beaucoup. J'aime bien, Marx, il dit, le profit, c'est un mot un peu fancy pour dire exploitation. Mais je sais pas trop quoi penser de ça, et je pense que là, pour le coup, c'est un peu trop marxiste comme idée, dans le sens connoté plutôt négativement. Mais il parle de la pyramide du capitalisme, donc ce fameux truc où il y a le capitaliste, genre le chef d'entreprise qui est tout en haut et qui profite des gains de tous les gens en bas. Et pour Marx, c'est vraiment, un capitaliste, c'est quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des travailleurs. Et c'est l'exploitation d'ouvriers qui travaillent bien. Et ça, c'est une vision qui est... Je pense qu'il y a un assez grand fond de vérité parce que je vois plutôt bien comment est-ce que ça fonctionne et souvent le rôle du gars qui est en haut, c'est de recruter les gens qui sont en bas, de faire en sorte qu'ils travaillent bien et ensuite de tirer profit de ça. Mais sauf que, en fait, la capacité à faire ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et s'il y a personne qui sait faire ça, il y a pas d'organisation, en fait. Mais je peux comprendre l'idée selon laquelle le capitaliste, le mec tout en haut gagne souvent beaucoup plus, peut-être beaucoup trop même par rapport aux autres, qui fournissent souvent plus d'efforts en plus. En tout cas, ouais. Ouais. Ok. Autre chose, il parle du capitalisme, comme quoi c'est très fragile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de crises. Et en fait, on est tellement... Ça c'est le point dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, on est devenu tellement fort pour être productif que la plupart d'entre nous n'ont plus besoin de travailler. Et c'est vrai, si on se contentait aujourd'hui de survivre en tant qu'espèce humaine et qu'on ne devait conserver que les jobs qui sont liés à l'alimentation, au logement, disons à l'éducation, au sport et tous ces trucs, et tout le reste disparaît, mais en fait, il y aurait un humain sur 50 qui travaillerait, genre. Et ça, d'une certaine manière, ça pourrait fonctionner. Mais le problème, c'est que l'être humain, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de travailler. Et donc là, on est sur un dilemme qui est pas facile à résoudre, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas besoin de travailler. Donc on pourrait se dire, ok, c'est trop bien, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais en fait le problème c'est que déjà il faut de l'argent, et que malgré le fait que on soit devenu hyper fort et qu'on ait réduit les coûts au maximum pour vivre aujourd'hui, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et en plus, c'est aussi que cette liberté, c'est bien beau, mais personne n'a envie de passer sa vie à juste survivre en fait. Et c'est là aussi peut-être toute la beauté de l'humain qui peut, contrairement aux autres espèces, se poser des questions qui sont différentes et qui vont au-delà de la survie. L'art, par exemple. L'art, dans une certaine mesure, c'est inutile. C'est inutile dans le sens où ça n'augmente pas nos chances de survie. Mais pourtant, c'est tellement beau et tellement stylé. Bref,
Voilà à peu près les idées que j'avais notées de Karl Marx. Il y a un truc aussi que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il pour lui, il faut pas se spécialiser et il dit que tu peux chasser le matin, pêcher l'après-midi et débattre le soir sans être aucun des trois. J'aime bien cette idée parce que elle, elle renonce à une forme d'identité aujourd'hui à laquelle on s'accroche tant. C'est-à-dire, moi je suis ça, je fais ça et voilà la manière dont je me définis. Sauf que je trouve que ce modèle de raisonnement a des limites, notamment parce qu'il empêche d'adopter de nouvelles perspectives et d'évoluer. Et il y a une autre citation de Karl Marx que j'adore, c'est Philosopher until now have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Donc les philosophes juste aujourd'hui ont tous interprété le monde de différentes manières, mais la conclusion, elle est toujours la même, il faut le changer. et je trouve que c'est plutôt bien résumé, c'est une belle citation. Très bien, je vais passer à la deuxième idée et on va voir pourquoi est-ce que Alex Hormozy dit n'importe quoi. Je suis inscrit à une de ses newsletters qui s'appelle de Monzi Minute, je sais pas quoi. Et il l'a envoyé cette semaine, hein, d'ailleurs, ça m'a pas mal, ça m'a interloqué. Il dit, donc un mot que j'aime bien, un truc que j'ai trouvé intéressant, avec lequel je suis d'accord, c'est If you want better friends, get used to seems them less. Better friends are busy friends. Donc si vous voulez des meilleurs amis, prends l'habitude de les voir moins souvent, parce que des bons amis, c'est des gens qui sont occupés. Je pense qu'il y a 6 mois, j'aurais lu ça et j'aurais été en mode, ouais, il a raison, let's go, faut charbonner, faut être occupé, machin et tout. Aujourd'hui, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais pas du tout. Parce que pour moi, Alex Hormozy confond le réseau et les amis. Et je pense que c'est une distinction qui est très importante à faire et qui est très mal définie aujourd'hui, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. La plupart des relations business, quand le business disparaît, n'existent plus. Et il y a une anecdote que j'aime bien dans le livre Clear Thinking dont j'ai déjà parlé, il raconte l'histoire d'un gars qui était un excellent businessman, vraiment très 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 talentueux, très très fort, et qui était devenu millionnaire d'ailleurs, qui à la fin de sa carrière s'était rendu compte que en fait il avait pas vraiment d'amis. Et il pensait que bah tous les gens avec qui il allait au golf chaque semaine, où il parlait immobilier, tous ces trucs machin, bah ça allait continuer, ils allaient encore avoir des relations, etc. Mais il s'est rendu compte que pas trop. Et quand il allait de nouveau au golf, bah il était plus vraiment le bienvenu parce qu'il était sorti du business, donc il avait plus grand chose d'intéressant à dire, plus grand chose d'intéressant à partager. Et on sentait qu'il était un peu exclu du cadre. Et ça, c'est pour moi toute la différence entre les amis et le réseau. Et aujourd'hui, j'ai fait un constat qui est peut-être pas facile à admettre, mais qui a quand même un fond de vérité assez fort, je pense, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps à augmenter mon réseau et à rencontrer plein de gens différents, notamment dans ce milieu de la création de contenu, de l'entrepreneuriat, de la santé et tout. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps de construire des amitiés solides, en fait. Et je suis content de m'en rendre compte maintenant parce que il est pas trop tard. Il sera jamais trop tard, mais il est vraiment pas trop tard pour le coup. Et j'aimerais arrêter d'appréhender les relations humaines, notamment amicales, uniquement sous le prisme de l'intérêt, de l'utilitarisme, mais de le voir un peu différemment aussi. Et il y a un conseil en dev perso qu'on donne beaucoup, c'est ouais, il faut virer les gens toxiques, arrête de fréquenter les gens qui te tirent vers le bas, machin et tout. Ok, très bien. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que ton pote est en dépression qu'il faut le virer de ta vie. Et dans ces moments-là, je pense que, en fait, c'est de ton devoir d'essayer de l'aider et de le soutenir dans cette phase de vie qui est difficile.
Et ça, perso, j'ai un peu de mal avec ça parce que en fait, je sais que je suis quelqu'un de très exigeant dans mes relations. Peut-être même trop. Dans l'idée, j'aimerais que mes amis, ils se comportent comme moi, c'est-à-dire qu'ils soient très exigeants sur leur santé, qu'ils s'autorisent pas à perdre leur temps, qu'ils le valorisent, qu'ils entreprennent des projets. Mais en fait, je suis plus vraiment convaincu de ça, en fait. Je suis plus vraiment convaincu de ça parce que je devais emménager dans une coloc avec plein d'entrepreneurs cette année. Mais finalement, j'ai décidé de pas le faire parce que j'avais peur de devenir un peu un clone et qu'on soit tous les mêmes, avec tous les mêmes aspirations, tous les mêmes rêves, tous les mêmes envies, qu'on lise tous les mêmes choses, qu'on regarde tous les mêmes trucs. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'inintéressant dans ça. C'est comme si encore une fois, on s'enfermait dans une façon de vivre, dans un dogme, mais qu'on s'ouvrait plus aux choses extérieures. Et je pense que les amis, c'est aussi là pour ça, même si c'est pas le but premier de l'utilité, mais c'est de fréquenter des gens aussi qui sont différents, que tu aimes dans le fond de manière inconditionnelle, c'est-à-dire peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qui se passe, tu les aimeras toujours comme ta famille en fait. Donc voilà, je suis davantage dans cette démarche aujourd'hui, et je pense que c'est le gros problème du dev perso. Enfin, c'est un des gros problèmes du dev perso et de l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit toutes les relations humaines comme du networking. C'est ok, telle personne, il a telle qualité, donc un jour ça pourrait me servir. Ok, il est marrant. C'est le fameux, je sais plus c'était qui disait ça. Sadek. Ouais, je fréquente les gens que par intérêt. Ça peut se comprendre. C'est-à-dire que bon voilà, il y en a un, il est marrant, il y en a un avec qui je me sens bien, il y en a un qui connaît plein de gens, donc avec lui c'est génial, on rentre en boîte, en VIP et tout. Ok, mais je pense qu'il faut quand même se poser la question de si certains intérêts ou qualités disparaissent, est-ce qu'on sera encore capable de passer du temps avec cette personne et de l'aimer? Et si c'est le cas, alors je pense que c'est un bon filtre pour déceler une amitié. Je vais continuer dans dans ça. Il y a un gars qui s'appelle Carl Pilmer qui a écrit un livre sur la sagesse des vieux et les conseils qu'il donnait un peu. Ah, j'ai le soleil en pleine tête, c'est magnifique. Donc en gros c'est le gars qui s'est dit vas-y je vais aller voir tous les vieux, je vais leur demander c'est quoi leurs regrets, c'est quoi les trucs qu'ils ont le plus aimé dans la vie, machin et tout, c'est quoi les choses qui sont les plus importantes, c'est quoi les choses qui sont les moins importantes. Il a tout condensé dans un livre, donc je vous invite à aller regarder, je l'ai pas lu, hein, c'est juste tiré du livre d'un autre livre qui est de Clear Thinking, mais vous pouvez regarder, c'est Carl Pilmer, qui est un PhD en, aux États-Unis, sociologue. Je sais plus c'est quoi le nom de son livre, j'essaye de le retrouver. Voilà, 30 Lessons for Living. Try and true advice from the wisest American. Donc en gros, voilà, 30 leçons de vie parmi les gens les plus sages et les plus vieux. Et parmi les choses les plus importantes qu'ils partagent, il y a dire les choses maintenant aux gens qui comptent. Donc c'est les trucs les plus importants d'après les vieux qui sont assez sages. Passer le maximum de temps avec ses enfants. Savourer des plaisirs quotidiens au lieu d'attendre les gros trucs. Ça me parle un peu parce que souvent moi je suis dans cette démarche un peu sacrificielle de non, ça je me l'empêche, ça je me l'empêche, ça je me l'empêche, ça je me l'empêche, ça je me l'empêche. Mais du coup un jour je suis en mode bon, il est où le gros cadeau les gars? Et une fois que le gros cadeau il arrive, je suis en mode ouais, ok, je pensais que ça aurait été mieux. Autre conseil, faire un taf que t'adores et choisir son partenaire avec attention. Et cette fois les trucs pas importants du tout. Pas besoin de bosser comme un fou pour être heureux, pas besoin d'être plus riche que les autres, pas besoin de choisir un travail pour ses revenus. Je trouvais ça intéressant et ça résonne pas mal avec moi, notamment sur ce qui est des amis. En fait, j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans et d'avoir connecté avec 1 milliard de personnes et d'avoir un réseau de fous sur WhatsApp, mais au final, quand ça va mal, bah je peux appeler personne, quoi, parce que mon réseau il est là quand ça va bien, quand je veux aller saisir des opportunités, monter des projets, parler de mes nouvelles idées, mais qui est-ce que tu peux appeler quand ça va mal, quoi? Et c'est là où on peut mesurer et construire des belles amitiés. C'est notamment dans l'adversité. C'est comme l'humain, il se construit dans ces moments qui sont souvent charnières. Je pense que les amitiés, c'est un peu la même chose. Donc voilà, attention à ce piège de pas penser que en termes
de networking, mais aussi de valoriser les amis. Et c'est là où Hormozy, on voit bien qu'il est dans la vision pure de l'américain utilitariste et entrepreneur qui veut que ses amis soient comme lui, c'est-à-dire tous occupés, euh, comme lui pourrait l'être. Mais en fait, non, un vrai ami, et si tu veux un bon ami, c'est pas quelqu'un qui est d'occupé, enfin, c'est pas quelqu'un d'occupé, c'est quelqu'un qui peut se rendre disponible. Et c'est pas du tout la même chose. Troisième idée, on va parler du piège collant de l'identité numérique. Oui, monsieur. Ça, c'est un bel insight que j'ai eu, notamment grâce au fait d'être à Istanbul. J'ai écrit une newsletter sur ça, mais elle n'est pas encore sortie. Vous êtes les privilégiés. Tous les humains du monde, enfin je crois, aspirent à devenir une personne différente dans 10 ans. Et de préférence, une meilleure personne. Pour cela, il n'existe pas beaucoup de solutions qui échappent à les règles du changement. Si tu veux devenir différent, une nouvelle personne, il faut changer. Tes comportements, tes habitudes, tes relations, ton corps, bref. Le problème, c'est que c'est pas un combat qui est facile. Le cerveau humain cherchant avant tout à survivre, si la situation actuelle le permet, alors pourquoi risquer de faire autrement? On ne change pas une équipe qui gagne, pas vrai? Et là, Damso répondrait, sauf quand elle perd. Ceux qui ont la rêve, je vous aime. Une situation convenable est loin d'être une situation optimale. Et dans ma quête un peu obsessionnelle de dev perso, d'optimisation de soi, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le seul moyen de changer durablement, c'est son environnement. Qu'il soit physique ou digital. Et je regardais un docu sur des ados obèses, et il y a un truc qui m'a surpris, c'est que, je sais pas pourquoi, mais pendant longtemps, j'avais la conviction que si t'es obèse, ça veut dire que t'es un peu moins intelligent que moi, t'es moins discipliné, etc. Et je pense qu'il y a des différences, évidemment, c'est factuel, enfin, il y a des différences entre tous les êtres humains, mais je pense aussi qu'on a tendance à surestimer ces différences à certains niveaux. Et ce qui m'a choqué, c'est que malgré le fait que ces ados soient obèses, tous, sans exception, quand on les envoie dans un camp de transformation, ils perdent du poids et ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils changent d'environnement, en fait. Et donc, tout de suite, ça devient facile. Ils sont entourés avec que des potos obèses aussi, comme eux, qui ont touché un peu le plus bas. Mais voilà, ils sont tous ensemble, ils peuvent faire du sport dans la cour, on s'occupe de leur repas, etc. Et ça glisse, en fait. Ça se passe bien. Genre, oui, c'est dur, oui, ils pleurent, oui, machin, mais ça se passe bien, ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils changent d'environnement. Mais le problème, c'est que quand ils retournent dans leur ancien environnement, ils n'arrivent pas à changer, en fait, parce qu'ils retournent dans leur ancien comportement, dans leur ancienne identité. Je vois un peu d'eau. Et le lien entre environnement et identité, pour moi, il est assez fort et il est intéressant à creuser. Parce que pour changer, il faut tuer une identité. Tu n'as pas le choix. Et donc pour ça, on modifie notre environnement. Et quand donc j'ai décidé de partir en voyage, c'était aussi un moyen de me dire, ok, ça va me permettre de booster ce changement, d'avoir des nouvelles perspectives et d'être quelqu'un de différent. Ce que j'adore à l'étranger, par exemple, c'est que dans la rue, je suis personne en fait. Je suis vraiment personne. Même quand je parle, quand je m'exprime, je peux être qui je veux. Je peux adopter la nouvelle identité et tout. Et c'est bien connu, le voyage permet le changement dans nos phases de vie. Ça marche bien. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, notre environnement, il est devenu très collant. Parce que Internet et les réseaux sociaux, même à l'autre bout du monde, captent plutôt bien. Et c'est là où il faut se questionner, est-ce que l'environnement digital n'est-il pas un frein au changement? Et personnellement, je pense très sincèrement que oui. Quand je vais sur YouTube ou encore sur Insta et que je suis en Turquie ou en Chine, peu importe la localisation, je vois à peu près la même chose en fait. J'ai des mecs qui font de la muscu, j'ai des entrepreneurs qui parlent de business et j'ai des potes qui partagent leur lifestyle. Des potes slash réseau. En gros, je suis piégé. Je suis piégé dans cet espace qui crée constamment les mêmes désirs et aspirations chez moi. Pire, il renforce mon sentiment d'identité illusoire. Dali égale entrepreneur, sportif, lecteur. Ok, c'est très bien. Contrairement à beaucoup, j'ai pris la peine de conscientiser cet environnement et de faire en sorte que je me sente plutôt bien dedans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il me bloque parce qu'il m'empêche d'être autre chose et donc de changer. Et donc on parle souvent de l'environnement physique,
On dit, voilà, déménage si tu veux avec tes parents qui sont toxiques, pars, machin, tous ces trucs. Entoure-toi de nouvelles relations, va dans la salle de sport, t'auras envie de faire du sport. Oui, très bien, très bien, très bien, ça marche. Mais on parle assez peu de l'environnement digital qui pourtant est tout aussi important. Parce que, en fait, quand tu vas sur Insta et ton algorithme détermine beaucoup et toujours tes aspirations et tes envies. Sauf que le problème, c'est que cet algorithme se base sur tes préférences passées. Et donc, il empêche une forme d'évolution. Et ça, pour moi, c'est problématique. C'est très problématique. Et là, je l'ai vu en étant en Turquie, je passe beaucoup de temps à rien faire, à me questionner. Et c'est comme si je m'autorisais à penser un peu à tout et à me reconnecter davantage à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit, ce qui compte pour moi, c'est un peu c'est la quête de vérité. Et la vérité, je pense que dans un premier temps, elle est personnelle. Et donc, pour se reconnecter à cette vérité, il faut se reconnecter à soi. Et ça demande déjà de faire place un peu plus au vide, de changer potentiellement d'environnement, parce que c'est beaucoup plus simple. On a moins des mécanismes automatiques qui sont en place, qui nous ramènent constamment à ce qu'on faisait par le passé, à notre identité, etc. Mais putain, aujourd'hui, il y a encore ce truc collant digital. Et, et je pense qu'il faut faire attention. Donc là, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube pour arrêter de me proposer toujours les mêmes styles de vidéos dans mon feed YouTube. Parce que c'est comme ça qui fonctionne, en fait. Et bah oui, c'est logique quand je suis donc en phase de questionnement, en phase de changement, je vais sur YouTube et que je vois il y a une nouvelle vidéo de Yomi Denzel, que il y a machin qui fait truc, machin, je suis en mode ah mais moi du coup, ah oui, c'est vrai, moi je le connais ce gars et je fais à peu près comme lui et j'ai les mêmes centres d'intérêt et tout. Allez, let's go, on va renforcer, on repart dans ce truc et tout. J'ai enfin là je trouve qu'il y a une incapacité à changer qui me plaît pas trop. Donc soyons attentifs à cet environnement digital. Très attentifs. Je sais pas pourquoi, mais hier, dans mon lit, j'étais en mode, putain, je vais écrire un livre sur ça. Parce que c'est tellement un truc de malade aujourd'hui. Je crois on n'est pas qu'aux prémices, mais on a du mal encore à se rendre compte de ce que ça nous fait, cette exposition permanente aux autres, sur les conditionnements que ça crée chez nous, sur le sentiment d'identité que ça renforce, qui est pourtant qu'une illusion. Hein. Enfin, moi, je crois profondément que l'identité est une illusion. Tu n'es pas ça. Tu es. Point. Et tu peux être ce que tu veux. Quasiment. Mais on s'y accroche tellement que, bah, justement, ça nous empêche de percevoir des nouvelles perspectives. C'est aussi pour cette raison que le livre Think Again, il est très intéressant parce que c'est justement le truc de, ok, comment penser différemment et s'autoriser le fait de penser à nouveau et de remettre certaines choses en question. Bref, là, j'aime beaucoup ce sujet, je vais le poncer. Je vais le poncer vraiment. Ok. Quatrième idée, pourquoi travailler intelligemment rend bête? Je vais vous j'ai chopé un extrait d'une bonne newsletter que j'adore à propos de ça. Alors, je vais la traduire directement en français. Donc, la compétence la plus pratique que tu peux apprendre aujourd'hui, c'est de travailler plus intelligemment. Mais voilà ce que personne ne vous dit à propos de ça. Souvent, il semblerait que tu travailles plus lentement. Un programmeur qui passe donc 20 heures avec un problème difficile sur un algorithme, et que au bout d'un moment, il a un insight, donc une prise de conscience, qui lui montre que, bah, en fait, avec ces 10 lignes de code, il peut le résoudre, bah, on va un peu avoir l'impression que ces 20 heures, elles ont été inutiles, qu'elles ont été perdues, mais elles étaient pourtant nécessaires pour avoir cette prise de conscience, justement. Most people never guessed past superficial intelligence. Ok. Donc ouais, souvent les gens, ils fragmentent leur attention dans des trucs qui sont de plus en plus petits. Genre, regarde Slack, Notion, WhatsApp toutes les 6 minutes. Ils changent de tâche toutes les 40 fois par heure, etc. Et donc, ils traitent leur esprit comme un feed au lieu comme un ordinateur. L'ordinateur, et notre cerveau d'ailleurs, c'est un ordinateur. Hein. Le principe de thinking cost est intéressant parce qu'il met en évidence que
on ne peut avoir qu'une pensée à la fois, et donc ça veut dire que notre cerveau peut traiter qu'une information à la fois. Enfin, il en traite plein de manière inconsciente, mais de manière consciente, tu ne peux pas résoudre deux problèmes en même temps. Ce n'est pas possible. Donc c'est un super ordinateur, parce qu'il peut traiter une tâche en profondeur, mais il est limité parce que c'est seulement une tâche par une tâche. Et donc, travailler intelligemment, en fait, souvent, ça demande d'être moins productif sur le court terme. Ce brief marketing où tu passes 3 heures à améliorer un peu les trucs, etc., il peut sembler être exactement le même que celui qui a passé 30 minutes à le faire. Mais pourtant, là, le niveau de profondeur auquel tu as accordé ta pensée et ta réflexion, eh bien, il aura sûrement beaucoup plus d'impact sur le long terme. La première pensée que tout le monde a, c'est celle que... Enfin, quand tu penses, your first thought is what everyone else think. Je suis désolé, mon cerveau a du mal à bien traduire les informations. Donc, ta première pensée, c'est celle que tout le monde a, mais la meilleure pensée, c'est souvent celle qui vient après un travail long de travail et de réflexion sur quelque chose. Et the difference between good and exceptional isn't ours works, it's the depth of thought applied to the right problem. Donc la différence entre une bonne et une exceptionnelle capacité de raisonnement et de travail, c'est surtout la profondeur que tu vas mettre dedans. Et c'est vrai que aujourd'hui, on valorise beaucoup plus l'accomplissement d'une tâche, et on pourrait même aller plus loin en disant que ce qui compte, c'est d'accomplir beaucoup de tâches au lieu de bien accomplir une tâche. Et ça, selon moi, il faut s'y méfier. Il y a une autre idée de James Clear que j'ai pris, que je vais vous partager, qui est en lien avec ça et qui fait pas mal de sens, je trouve. Hop. Focus on what provide value to others, not what impress others. Donc, focus-toi sur ce qui donne de la valeur aux gens, non pas ce qui impressionne les autres. Et other people spend about as much time thinking about your lifestyle and accomplishment as you spend thinking about their lifestyle and accomplishment. Donc les gens passent autant de temps que toi tu passes à penser à leur lifestyle et leurs accomplissements, c'est-à-dire aucun. Tu passes pas ta vie à penser au lifestyle des autres, etc. Et the things we do to impress others rarely impress them for longer than 5 minutes. Ce qu'on fait pour essayer ce qu'on essaye de faire pour impressionner les gens, ça les impressionne, ok, mais pour pas plus longtemps de 5 minutes. Par contre, ce qu'on fait pour leur donner de la valeur, bah ça peut durer longtemps en fait. Ça peut même durer toute leur vie, quoi. C'est marrant, ça me fait penser au truc de ton grand-père. Il y a souvent des potes qui sont comme ça. Ah ouais, moi, mon grand-père, il a l'habitude de dire machin. Ça, c'est le genre d'impact et de trucs que t'as envie qu'on dise de toi quand t'es un grand-père pendant que tes enfants ils sont en train de discuter, quoi. One of the most impressive things you can do is provide exceptional value. Donc un des meilleurs trucs que tu peux faire, c'est de donner beaucoup de valeur aux gens. Et ça, encore une fois, ça rejoint cette idée de short term et de long term. Et je pense qu'il y a assez peu de choses, notamment dans le travail, qui valent le coup de se focus sur le court terme. Il y a peu de trucs en fait. Et même si on revient sur cette idée de travailler plus intelligemment, je pense que si il y a des gens qui aujourd'hui passaient 24 heures avec moi, auraient l'impression que je suis pas très productif. Dans le sens où je me lève, je fais des étirements, ensuite je vais me balader, je vais prendre un petit déj, je vais lire pas mal, puis je vais écrire dans un carnet, puis je vais rejoindre des gens, puis je vais aller faire du sport, puis machin. Ok. Bon, c'est vrai que en heure cumulée de travail, il y a pas grand chose, quoi. Mais pourtant, et je le fais pas vraiment pour cette raison, mais je sais que c'est le cas. Je travaille très intelligemment d'une certaine manière parce que à partir du moment où tu ne t'exposes pas à des distractions ou que tu ne remplis pas ton temps par les options qui sont entre guillemets qui provoquent le plus de sensations et de plaisir immédiat, en fait pour moi c'est ok. Et donc oui, peut-être que en travail effectif je ne produis que 2 heures par jour,
Mais en réalité, toute ma journée permet l'émergence d'idées, et cetera, de réflexions, de moments de bref. Mais ça, c'est dur à accepter parce que si tu vas voir les gens et tu leur dis: «Bah, je travaille 2 heures par jour», OK, bon, aujourd'hui, il y a la nouvelle trend un peu de: «Ah, tu trop stylé, tu gagnes plein d'argent et tu travailles 2 heures». Super, mais la plupart des gens vont te dire: «Ouais, en fait, t'es juste un fainéant, genre, et tu te trouves des excuses, pour pas travailler beaucoup et tout», et donc je comprends très bien ce truc de oui, quand tu travailles intelligemment, souvent, comme on a du mal, il y a aussi un lien avec les rendements exponentiels et les rendements linéaires. Comme on a pris depuis longtemps l'habitude de raisonner en rendement linéaire, on part du principe que plus tu travailles en heures effectives, et mieux c'est, parce que tes rendements linéaires augmentent. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on vit dans un monde où les rendements sont exponentiels, et c'est pas en fournissant plus d'heures de travail qu'on obtient plus de résultats. En tout cas, pas plus de gros résultats. Et ça fait lien avec ce bon Warren Buffett qui prend 4 décisions dans l'année d'investissement, et c'est tout en fait. Et le reste du temps, bah, il est là et il continue à réfléchir, à se poser des questions, à avoir des discussions avec des gens, essayer d'ouvrir des nouvelles perspectives, etc. Mais c'est vrai que ça demande travailler plus intelligemment. Souvent, ça demande de paraître moins stylé pendant un temps en fait, et de d'avoir ce sacrifice de ok, prenez-moi pour un, enfin, vous pouvez me prendre pour un débile et pour un gars qui fait rien, y a pas de souci, et vous avez raison, vous inquiétez pas. Mais au final, peut-être qu'un an après, bah, tu leur montreras que ça valait le coup de procéder de cette manière-là. Il y a des domaines dans lesquels je pense que c'est pas spécialement vrai. Par exemple, le sport, où il y a un minimum de volume qui est requis. Mais je pense que la plupart des pratiques sur lesquelles tu passes plus de 2 heures par jour ont une utilité marginale qui est très très vite décroissante en fait. Ouais, ouais, je suis assez convaincu par ça. Ok, bon, on va finir avec la dernière idée, qui est la plus grande arnaque du développement personnel. Quelle est cette arnaque? Tiens, dis-nous Dali. Ça fait 46 minutes, waouh, je suis inspiré. Il est 10h08 en Turquie, il y a 2 heures de décalage. Mon avion est à 15h. D'ailleurs, c'est terrible parce que je redoute un peu là de rester 8 heures assis. J'aime pas trop ça. C'est obligé. Moi, je fais tout le temps ça dans l'avion. Je me lève, je fais des étirements, je marche. Je fais des allers-retours entre les toilettes. Tout le monde me regarde bizarre, mais je fais ça dans le train aussi. Mais bon, bref. Ok, donc on va parler de l'arnaque du dev perso. Et pour moi, ce phénomène, il est simple. C'est la pensée positive. Pourquoi est-ce que c'est une arnaque? Alors, la pensée positive, c'est le fait de tenter de transformer tout ce qui se passe dans notre tête dans quelque chose de positif, de constructif, qui peut nous aider. Waouh, j'ai failli renverser le gros ballon d'eau là, à côté de moi. Et de voir en chaque épreuve un moyen de grandir et de s'améliorer. Et c'est très beau, c'est très beau. Et je comprends plutôt bien la démarche. Le problème maintenant ici, c'est que, et c'est selon moi le plus gros problème, c'est qu'il y a une tentative de dissociation entre ses émotions et ses pensées. L'émotion est toujours la chose qui vient avant la pensée. Et quand on essaye de pratiquer la pensée positive, souvent c'est une sorte de combat. C'est-à-dire que il y a une émotion qui va être négative, qui va arriver en toi. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la transformer dans ton cerveau en quelque chose de positif. Genre, ah, j'ai mal là, ah, mais c'est pas grave, tout va bien, allez, c'est pour me rendre plus fort, machin, ok. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu dissocies les deux. Et ça rejoint cette idée d'Alan Watts, hein, qui disait que bah, c'est le serpent qui comprend pas que la tête et la queue sont liées, en fait. Et qui essaye de rattacher les deux alors qu'ils sont déjà. Et je crois sincèrement que l'émotion négative et l'émotion en général est toujours là pour quelque chose. Et que si tu n'es pas capable de la vivre, tu n'es pas capable de changer ton comportement. Il y a un truc que j'adore, c'est l'histoire d'un gars, d'un moine, qui va dans une grotte et pour méditer. Et en fait, il se rend compte pendant qu'il est en train de méditer qu'il y a plein de démons dans cette grotte. Et donc, il commence à rentrer dans un immense combat pour chasser les démons.
Il est en mode, ok, waouh, putain, tous ces démons là, waouh, 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 ok, tac, 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 bim, bam, bam, boum, boum, tcha, oh. Bref, il les chasse, il essaye de les combattre et tout, mais ils sont trop forts pour lui. Donc il est dans l'obligation d'arrêter et de partir. Le problème, c'est que quand il part, en fait, les démons, ils sont en train de courir derrière lui. Et du coup, il est en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final, il s'arrête et il voit que les démons sont juste en train de partir. Et cette histoire est très belle parce que, à partir du moment où le moine a arrêté d'essayer de combattre les démons, ils sont partis. Et là, il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse, qui est quand est-ce qu'il faut s'efforcer et quand est-ce qu'il ne le faut pas. Je sais pas où exactement me positionner par rapport à ça, parce que je pense aujourd'hui, et ça notamment à cause du dev perso, que j'ai trop pris l'habitude de m'efforcer. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude d'avoir un triangle et de le faire passer dans un rond. Et ça marche bien, parce que bon bah tu peux le tailler un peu sur les côtés, tu peux machin et tout. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'existerait pas un rond qui va dans un rond, genre? Au lieu de prendre le rectangle, d'être en mode, ok, bon, tant pis, j'ai un rectangle, j'ai un rond à côté, on va trouver une solution, on va faire des compromis. Est-ce qu'il n'existerait pas ailleurs un rond qui permet simplement d'avoir un matching parfait? Est-ce une illusion, un idéal de ma part qui n'existe pas? Ou est-ce quelque chose de possible et de souhaitable? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on revient à la pensée positive, c'est comme si on passait notre temps à avoir un triangle qu'on mettait dans un rond, encore et encore, et au final, bah qu'on était, qu'on avait une dissociation énorme entre les deux et que notre triangle finissait par s'abîmer complètement, quoi. Parce que au bout d'un moment, à force de rentrer dans un truc qui n'est pas pour lui, bah ça crée des problèmes et on commence à l'abîmer. Donc, en fait, être capable de vivre ces émotions positives et de les ressentir, je pense que c'est un super pouvoir. Et plus largement, j'irai plus loin en disant que la sensibilité, je pense que au début, je voulais faire un autre point que ça s'appelait l'éloge de la sensibilité. Je pense que les gens les plus sensibles aujourd'hui sont les plus grandes victimes, mais en même temps, les gens les plus clairvoyants. Parce que sans la sensibilité, comment... La sensibilité, c'est lié au sens. Hein. Comment percevoir que quelque chose ne va pas? C'est pas vraiment possible, en fait. Parce que on a pris un peu trop l'habitude, à mon goût, les occidentaux, et moi encore plus, à interpréter le monde sous le spectre de la raison et du cerveau. C'est-à-dire de ne... C'est plus vraiment lié au sens, en fait. C'est davantage lié à la réflexion, mais les sens captent des choses tout le temps. Et plus tu as des sens qui sont développés et donc une forte sensibilité, plus tu es capable de davantage les avoir. Et je pense que tout le monde a une forme de sensibilité, mais que les gens les plus sensibles ont une capacité de tolérance à des choses qui vont pas, qui sont plus faibles et donc qu'ils changent plus rapidement. Et c'est pour ça que pour moi la sensibilité, un truc qui est assez mal vu aujourd'hui, parce que c'est des gens qui vont être plus facilement, à mon avis, dépressifs ou tous ces trucs, sont aussi les gens qui ont une sorte de super pouvoir à double tranchant. Parce que plus rapidement tu es capable de tomber en dépression parce qu'il y a un truc qui va pas, plus ça veut dire que tu vas être capable de faire ce changement. Et c'est pour ça que je mettre encore une intuition, juste des trucs comme ça qui n'ont pas d'appui scientifique ni factuel, loin de là, mais peut-être que les gens qui développent des cancers ou qui tombent en burn-out sont des gens qui manquent de sensibilité, et donc il faut attendre ce genre d'événement tragique pour procéder au changement. Mais le problème, c'est que c'est souvent trop tard, en fait. Et moi, je sais que personnellement, ça sera impossible pour moi. Je ne pourrais pas endurer trop longtemps, ou en tout cas, j'ai pris cette habitude et je compte bien la conserver. Ça sera impossible pour moi d'endurer pendant trop longtemps quelque chose qui va à l'encontre de je ne sais quoi, mais qui ne me fait pas du bien, en tout cas.
Et ça passe par le corps et ça passe aussi par une forme de sensibilité. Bref, la pensée positive, attention. Attention à ce truc, autorisez-vous à avoir des pensées négatives, laissez-les vous pénétrer, parce que souvent, elles sont là pour une raison, en fait. Elles sont là pour une raison et pour vous apporter des grilles de lecture. Et moi, en fait, pendant longtemps, j'ai été en combat avec moi-même, quoi. C'est-à-dire, je pense ça, mais c'est pas grave, genre, c'est juste, j'ai des petits problèmes dans ma tête, tout le monde est comme ça, tout le monde a ses phases de mélancolie, machin et tout, ça va passer, il faut les affronter, je vais aller faire du sport et ça ira mieux, machin, mais et si tu t'autorises, ne serait-ce que pendant 1 heure, à penser mal, ça fait quoi? Voilà, on va finir sur ça. Ce fut un grand plaisir, ce podcast, encore une fois. Pour rappel, allez va checker mon second cerveau si tu en ressens l'envie et la curiosité. Je le rappelle, c'est 3 ans de notes et de condensés. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Alors je pense que ça peut être intéressant aussi de voir l'évolution, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai notés avec lesquels potentiellement je ne serai plus en accord aujourd'hui. Mais justement ici on est là pour développer davantage notre esprit critique. Et plus, c'est juste en fait je pense que ce second cerveau est une proposition de perspective tellement multiple que c'est intéressant. Et voilà, ça coûte 20 €. Donc si ça t'intéresse, le lien est en bio. Je vais devoir ranger cet endroit, aller prendre une douche et faire mon sac à dos. C'est tellement bien de voyager en sac à dos, les amis, je vous jure, parce que ça va tellement vite, c'est tellement peu prise de tête. J'ai trouvé le truc parfait. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse que je partage un peu mes tips de voyage. Peut-être pour le prochain podcast, l'épisode 26, je peux partager quelques tips, quelques trucs qui font que pour moi c'est devenu assez, je dirais même presque confortable. Alors on verra si en Chine ce sera toujours le cas, mais pas mal de trucs qui font que ça se passe bien. Mais oui, là je vais devoir décoller. D'ailleurs, je devais aller m'entraîner, mais je crois que j'aurai pas le temps. Ça va pas mal me frustrer. Ça va taper une petite douche froide et des pompes dans la chambre. Il y aura pas vraiment le choix. Mais bon, ça c'est pareil aussi. Ça c'est cette identité à laquelle je me suis rattaché de Dali est un mec musclé qui porte des débardeurs. On n'est pas obligé de s'y attacher trop longtemps. Genre, tant que je continue à faire du sport, peu importe la manière, c'est pas très grave si je perds un peu de muscle. Je vais survivre en fait. Je vais survivre sans problème. Et en plus, en ce moment, j'ai un peu petite douleur à l'épaule et au poignet. Donc voilà, c'est soit tu forces, soit tu dis à ton corps, non, non, tu vas faire ta muscu, tu vas faire tes trucs 3 fois par semaine et tu vas faire continuer à manger toutes tes protéines. Ou soit t'es capable de te relier à cette sensibilité et de modifier des trucs. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. C'était comme d'habitude un kiff. Si t'as kiffé, balance les 5 étoiles poteau. Ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. On sera en Chine. Et je sais pas, ça se trouve, j'aurais été capturé par un gang. Mais j'aurai le micro avec moi pour vous témoigner de cette aventure quand même. C'était Dali. Ciao, bisous. Solo les lighters. Ciao. Stop, allez, bim.